la source NDAT, la même période aussi, 70 à nos jours. Nous pouvons faire donc plusieurs constats. Donc tout d'abord les pays du Sud, donc les pays qui sont en voie de développement, donc avec un IDH inférieur à 0,8, sont les plus touchés par les catastrophes naturelles. Vous pouvez constater sur cette carte que 72% des catastrophes recensées donc, sur cette période se sont produites donc, dans un pays qui est en développement. Et quand on regarde le top 10, donc on peut voir quelques pays en développement. Il faut savoir que la France se classe 18e dans ce classement avec 141 événements. Après aussi, on peut dire que 92% donc, des personnes décédées suite à une catastrophe naturelle étaient originaires d'un pays en développement. Et dans le top 10, on peut voir donc l'Éthiopie, Haïti, l'Indonésie. Et la France, elle, par contre, se classe 25e avec tout de même plus de 25 000 morts. Un autre constat, c'est pour les pays du Nord, donc les pays dits en développement, avec un IDH supérieur à 0,8. Là, ce sont eux qui sont les plus impactés économiquement. Vous pouvez le voir sur cette carte, les États-Unis, l'Italie, le Japon, l'Australie qui ressort. Donc les dommages sont exprimés en milliards de dollars. Sur cette période, toujours 70 à nos jours, les pertes économiques avoisinent les 3140 milliards de dollars, donc c'est assez important. Et 61% d'entre elles se situent dans un pays développé. Et on peut voir, voilà, dans le top 10, la France figure donc dans ce top 10 avec tout de même 43 milliards de dollars. Voilà, donc là, je vais laisser la parole au groupe AREA qui va vous présenter l'anticipation des risques. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis co-gérant de l'entreprise ARIA. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les risques hydrométéorologiques. Alexandre Broussin est le deuxième co-gérant de l'entreprise. Donc on va vous faire une présentation assez rapide sur les solutions d'anticipation que l'on propose à notre clientèle. Tout d'abord, pour vous présenter rapidement l'entreprise, il y a 3 pôles principaux. Un pôle ingénierie où on va faire des prévisions météo, de l'anticipation météo, avec également des alertes. Un pôle de sensibilisation et de communication préventive, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'agir sur les comportements humains, c'était aussi aller à la source du problème en cas d'événement potentiellement grave. Et enfin, on a également un pôle cartographie, solutions cartographiques et réglementation, notamment pour les collectivités, tous les outils réglementaires, plans communaux de sauvegarde, plans de prévention risque inondation. Alors, ce schéma, c'est vraiment, ici, on montre un exemple un petit peu de notre clientèle. Pour anticiper, on va anticiper vraiment au niveau de l'agriculture, des collectivités, des entreprises météo-sensibles. Anticiper pourquoi? Pour mieux se préparer, pour mieux se protéger. Et en fait, ce qu'on propose en temps normal, c'est des prévisions ultra localisées. Ça peut aller pour les agriculteurs jusqu'à la parcelle agricole. Pour les collectivités, bien évidemment, la prise en compte de tout le territoire communal. Et pour les entreprises, des exemples dans le BTP notamment, pour planifier les travaux, pour planifier des actions sur le court terme. Ces prévisions, on les fait en tout point du territoire. On commence également à s'étendre sur les pays voisins, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne notamment. Un exemple donc de modèle numérique de prévision. Pour anticiper, on se sert de modèles mathématiques et météorologiques. Alors ces modèles, ce sont des supercalculateurs qui nous permettent d'obtenir des champs de prévision. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous présenter tous ces champs de prévision, ça serait un peu long, mais en gros, pour expliquer un petit peu la méthode, on va utiliser d'abord des modèles à maille large, qui ont une résolution large, donc à l'échelle de l'Europe. Ces modèles-là, ils nous permettent de savoir où sont positionnés les anticyclones, les zones de dépression. On va ensuite, au fur et à mesure de l'échéance, utiliser des modèles à résolution plus fine. Donc ces modèles, ils prennent en compte les effets du relief, les effets des cours d'eau. Ce sont des modèles qui sont nettement plus précis. Et en couplant ces différents champs de prévision, on arrive à élaborer des prévisions maintenant plusieurs jours à l'avance. Donc pour vous présenter quelques champs de prévision, la carte en bas à gauche, ce sont les précipitations. Ce jour-là, il y avait un risque d'épisode Cévenol. On a des cartes de température, des cartes de vent. Et à droite, c'est une carte d'anomalie de basse tropopause. Ces anomalies-là, en fait, on s'en sert pour faire de la prévision orageuse. On a plusieurs autres champs pour le risque orageux. On va se servir de modélisation sur l'instabilité, sur les cisaillements de vent. Et c'est vraiment en couplant tous ces indices-là qu'on arrive aujourd'hui à élaborer des prévisions. D'autres méthodes technologiques qui nous semblent vraiment très importantes pour nous, au-delà
au-delà des prévisions météo, on se sert d'outils de détection d'un haut degré de précision. Ça va être entre autres les imageries radar. Forcément, ça nous permet de savoir où il pleut, ça nous permet de savoir si les précipitations sont gréligènes ou simplement pluvieuses. On va pouvoir voir les zones de rafales descendantes sous orage. Et tous ces outils-là en fait, nous permettent aujourd'hui de savoir ce qui se passe en temps réel sur l'ensemble du territoire. Donc on les couple à la modélisation. Dans un premier temps, on va se servir de la modélisation météo pour élaborer un scénario probable. Et ensuite, on va infirmer ou affirmer le scénario avec les outils de détection en temps réel. Ces outils-là nous permettent de corriger le biais des modèles aussi dans les retours d'expérience. Pour les grandes étapes de l'anticipation, donc on est vraiment sur les premières prévisions météo à J7 de l'événement, où là on va élaborer une tendance pour nos clients. Une tendance bien évidemment qui reste à préciser, la météorologie n'étant pas une science exacte, on est obligé de revenir sur ce scénario-là. C'est dans la phase entre J4 et J1 de l'événement qu'on va revenir sur les prévisions, on va les affiner avec les modèles à résolution fine. On vous montrera un exemple juste après. Et bien évidemment, quand on passe dans la période de crise, là on passe sur les outils de détection, les alertes en temps réel. L'idée c'est d'être le plus réactif possible. Donc avec un agriculteur par exemple, on va lui dire voilà, attention, dans une heure, l'orage de grêle arrive chez toi. Donc c'est le moment d'enclencher ton canon pour te protéger de la grêle, ou les ballons, enfin tous les moyens de protection qu'ils ont. Pour les collectivités, c'est également de renseigner le maire et ses élus sur l'évolution du phénomène en cours, cinétique, trajectoire, intensité, et de localiser surtout l'orage par rapport aux enjeux de la commune. Je vais donc laisser la parole à Alexandre qui va vous montrer un petit retour d'expérience sur un orage gréligène qui avait concerné notre région, la région Languedoc-Roussillon l'année dernière. Merci Christophe, bonjour à tous. Donc on va un peu rebondir sur ce que vous a montré Christophe sur les modèles, notamment ici à Malfine, avec un retour d'expérience. Donc ici on a un champ de précipitation du modèle à Rome. Donc nous déjà, lorsqu'on voit une tache comme ça qui est assez foncée, donc on est dans les précipitations les plus fortes, on sait déjà qu'il y a un risque orageux. Ce paramètre, on va le coupler à d'autres paramètres. On vous en a mis un ici qui est le plus important, c'est l'instabilité de la masse d'air. Donc on parle ici de MUCAPE. On voit que l'instabilité la plus forte est couplée au champ de précipitation. Et tout de suite, on peut déterminer un risque d'orage assez violent, notamment gréligène. La période, c'était le 17 août, donc on sait qu'il a fait chaud les jours précédents, on a beaucoup de chaleur, donc beaucoup d'instabilité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut déterminer déjà un scénario avec un risque d'orage entre l'Hérault et le Gard. Finalement, on a bien eu un orage de grêle qui a touché donc, des Cévennes, qui s'est ensuite descendu sur les plaines. Donc le scénario de base qui mettait un orage localement violent s'est confirmé. On vous a mis quelques photos ici sur la plage et également en haut à droite, c'était à Vendargues. Toutefois, quand on compare la modélisation à gauche, donc là c'est ce qui était prévu par le modèle à Rome, et à droite c'est ce qui est vraiment tombé, on voit quand même beaucoup de dispersion, notamment sur l'Hérault et le Gard. Le modèle mettait de nombreuses averses assez généralisées, et au final, comme souvent dans notre région, on a eu un orage très localisé qui est donc descendu sur un couloir assez étroit, qui a donc donné de la grêle assez forte. Donc là on voit vraiment les modèles, même à maille très fine, peuvent nous donner un scénario probable, plusieurs scénarios même qu'on peut choisir ensuite, mais on a vraiment besoin du suivi en temps réel pour vraiment déterminer si le scénario est bon de 1 et de 2, s'il n'est pas décalé de quelques kilomètres. Souvent ça se joue à quelques kilomètres. Donc pour conclure, les modèles permettent d'anticiper ces phénomènes. Donc on commence à environ une semaine, ça dépend des phénomènes, mais on peut dire une semaine, avec un scénario qui s'affine au fur et à mesure. On peut coupler différentes résolutions avec différents modèles. Donc on a des modèles français, européens et américains. Toutefois, la résolution n'est pas assez fine pour quantifier précisément. On ne peut pas dire à telle commune, il va tomber 150 mm. C'est vraiment un terme de probabilité qu'on raisonne en ce moment. Donc on ne peut pas vraiment localiser ces zones à risque, et c'est là l'intérêt de l'anticipation et du suivi couplé. Je vais laisser parole à Oli. Merci. Donc là, on va faire un petit focus sur les risques techno, très rapide, et vous vous dites comment ça se fait. Il me parle un peu de tout. On passe du risque naturel, risque météo, risque technologique. Justement, c'est l'objectif de cette démarche et de la jonction, la fusion entre guillemets de ces deux bureaux d'études vis-à-vis de certains projets, ces deux couplés les différentes spécialités. Donc,
focus sur le risque technologique, très bien fourni en France. Risque minier, rupture de barrage, accident industriel, accident nucléaire, accident, transport matières dangereuses. On peut en lister même quelques-uns de plus. On a environ en France 1300 accidents industriels par an. C'est un chiffre qui varie d'une année à l'autre, mais on est souvent entre 1000 et 1500 accidents industriels par an. Donc une diversité qui nourrit la complexité. Pourquoi? Parce que on le met dans la famille des accidents industriels, mais évidemment, ça peut être accident chimique, accident nucléaire ou tout autre type de problématique source. Vis-à-vis du risque technologique, donc la réglementation française est plutôt bien faite, assez stricte, où on a des obligations à tenir vis-à-vis du retour d'expérience, des méthodologies d'analyse. Donc on est obligé de fournir, de réaliser ce qu'on appelle des études de danger, de définir un plan de prévention de risques technologiques. Beaucoup d'entreprises du milieu, en plus de la réglementation, suivent des normes, donc, par exemple les normes ISO ou même des normes intra-groupes qui sont souvent plus sévères entre guillemets que la réglementation pour une image de marque, pour pouvoir coupler entre guillemets ce qui se fait en interne dans une entreprise vis-à-vis des autres entreprises du groupe qui seraient à l'international. Donc on a des modélisations qui sont faites, des différentes analyses déterministes, probabilistes. On en fait des schémas et c'est un risque qui est plutôt bien maîtrisé aujourd'hui, évidemment avec une amélioration continue à fournir, mais le risque technologique, aujourd'hui on le maîtrise. La problématique, ce qu'on maîtrise un petit peu moins, c'est les effets dominos. Donc avec la phrase de notre ami M. Lorenz en 72, lorsque les effets de ce premier phénomène sont capables de générer un second accident et que les effets sont plus graves que ceux de l'accident initial, on parle d'effet papillon. Donc dans le jargon plutôt secours, on parle d'effet domino. Et là, je vais plutôt laisser la main à Thomas Candela. Merci Walid. Bonjour à tous. Donc bien évidemment la notion d'effet domino, vous la connaissez, hein. La plupart d'entre vous y ont été confrontés, je pense. Des éléments, un élément primaire qui va engendrer une succession d'éléments seconds qui vont aggraver finalement la globalité de la catastrophe. Il y a des tendances à penser que les effets dominos trouvent une certaine limite, que leurs frontières tendent à se préciser, qu'on a un épuisement de leur propagation spatiale. Mais Granier, dans son étude de la société américaine, par exemple, a démontré que plus une société se modernise, plus elle se complexifie, et du coup, plus nos connaissances des interdépendances et des flux tendus viennent à trouver leurs limites, plus qu'à la limite des effets dominos en eux-mêmes. Donc, une société qui se modernise, c'est une société qui a un risque de, justement, si elle n'y prend pas garde, de réduire sa résilience et d'avoir un effet de blackout total, justement par le fait de ce manque de connaissances, de ces trous noirs qui sont illustrés par Lagadec, face à un continuum d'aléas qui vont venir aggraver donc, ce qu'on peut trouver d'un simple accident. Donc cette petite vidéo. Voilà, cette petite illustration vient montrer que d'un accident classique, on a une aggravation sur l'ensemble de la zone avec des incendies, donc des ruptures d'accessibilité, des pannes d'électricité, donc voilà, tout un phénomène avec une aggravation totale donc, du risque de base. Donc j'avais mené une étude sur Montréal, j'avais affronté l'hiver canadien pendant facilement 2 mois. J'avais fait une analyse face au risque sismique des vulnérabilités structurelles de la ville de Montréal, qui fait 3 fois la taille de Paris, mais regroupe un million d'habitants seulement. Donc j'avais fait une analyse structurelle d'un bâti sur une zone précise, donc, qui est ici, qui est le centre-ville, et la zone nord, qui regroupe la plupart des sites industriels. Face au risque sismique, il s'en est déduit que, de par sa complexité et de son caractère insulaire, l'île de Montréal était fortement impactée par ce type d'aléas, avec justement un nombre important donc dans ce secteur-là de population regroupée dans les secteurs à risque.
Et ici, donc, nous avons l'avant et ici l'après. Donc après une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Finalement, une étude des ponts avait montré qu'on a une forte vulnérabilité en cas de séisme, de forte intensité. Un regroupement ici des zones de vulnérabilité structurelle importante, avec une population très importante en journée, tout comme de nuit en fait. Et donc finalement, du fait de la rupture des ponts, seulement 2 sont encore viables et pourraient être congestionnés par des effets de panique de la population qui essaierait de quitter donc la zone de catastrophe. Sachant que par le passé, en 1722, il y a déjà eu un séisme en plein cœur de l'île de Montréal. Donc ici, comme on peut le voir, du fait de la vieillesse des infrastructures de purification des eaux et normalement de canalisation, principalement de canalisation, pardon, on aurait potentiellement des ruptures donc d'arrivée d'eau potable, ce qui s'est déjà passé par le passé d'ailleurs, et aussi des pannes d'électricité, puisque ici on a la centrale hydroélectrique qui vient alimenter la ville. Donc voilà, donc on a, comme l'a illustré la vidéo tout à l'heure, de manière assez simple, des effets dominos qui ici sont démontrés justement par du concret, hein, donc une analyse que j'avais fait sur le terrain. Et comme on peut le voir, les sites industriels assez nombreux sur l'île, qui regroupent quand même 40% des zones de danger inflammables et toxiques, sont situés proches des zones donc de forte densité de population. Voilà. Donc, pour en revenir sur les statistiques, dans le monde, les accidents NATEC, donc naturels et technologiques, regroupent à peu près 5% des accidents. Et en France, on en est à 7%. Bon, c'est un peu plus important puisque du coup on se focalise sur le pays en lui-même. Mais 7%, c'est faible, mais on a un impact économique et on va dire humain bien plus important qu'un autre type de catastrophe. Donc là, une timeline rapide avec des événements marquants pour montrer que finalement les effets dominos ne sont pas seulement des effets directs et indirects sur le court terme, mais aussi des effets sur le long terme. L'ouragan Katrina, par exemple, avait des conséquences économiques, mais surtout sociopolitiques, avec une augmentation de la criminalité durant les mois qui ont suivi la catastrophe. Fukushima, c'est la même chose avec tout ce qui est au niveau des sols, la pollution des sols, l'environnement. Pareil pour le volcan, ça a duré sur 1 ou 2 semaines, du trafic aérien, donc perte d'accessibilité. Le séisme du Népal, qui lui a encore des conséquences à l'heure actuelle sur l'économie du pays, et sur notamment sa politique touristique, sa population qui a gravement souffert. Assez récemment, le séisme en Italie, et demain, à quoi peut-on s'attendre? Je vais passer la parole à Walid. Edgar Morin, le maître dans la complexité, nous dit « La pensée complexe aide à affronter l'erreur, l'illusion, l'incertitude et aussi le risque. » Donc la méthodologie, ce qu'on essaye de mettre en place humblement à notre niveau, évidemment, c'est d'aller vers une méthodologie globale des risques, une analyse, une vision globale des risques. Elle passe par une approche syngénique, l'analyse globale, la syngénique qui est la science et technique qui étudie les risques naturels, technologiques et leur prévention, sans rentrer dans le détail, pour chacun des projets, chacune des missions, essayer d'entrer dans cet hyper-espace du danger avec des analyses selon différents axes, en essayant de détecter les différents les déficits syngénogènes, donc qui sont eux regroupés en 3 familles, les déficits culturels, des déficits managériaux et des déficits organisationnels. On me dit qu'il faut aller vite, donc je passe rapidement. Cette approche syngénique, vis-à-vis de cette analyse globale, nous donne ce qu'on appelle un circuit de la résilience qui, lui, n'est pas du tout immuable. On peut, vis-à-vis d'une gestion de crise ou même d'une gestion de risque à notre niveau, en prévention, penser être dans un circuit résilient, sauf que suffit qu'il y ait un élément négatif vis-à-vis de cette roue qui nous renverrait vers une mauvaise résilience. Donc on peut avoir une amélioration des systèmes d'alerte, une bonne évacuation, prise en compte des effets dominos, etc., qui vont dans le bon sens, qui sont bien assimilés, sauf que si on en oublie un, on se retrouve systématiquement ou directement dans la phase mauvaise résilience. Prise en compte du crowdsourcing, ces derniers jours il y a eu énormément beaucoup de
de discussion autour de ce sujet, où on a justement des informations géolocalisées sur le terrain, à l'instant T, en direct. Tout le monde connaît Visov, qui font remonter justement par rapport aux réseaux sociaux et aux différents utilisateurs des données, ce qui crée une banque de données. On a des descentes d'informations officielles liées aux organismes, aux différentes hauteurs d'eau par exemple, par rapport aux institutionnels. On a créé une corrélation et l'objectif c'est de pouvoir, en quasi temps réel, créer une cartographie des éléments qui se passent et de savoir à quoi on est confronté à l'instant T. Notre vision, c'est un projet, une équipe pluridisciplinaire. C'est pas parce que j'avais peur, c'est que j'ai préféré m'entourer justement de ces personnes-là. On a un projet, on a une cible, on a une vision, on a donc un environnement. Il faut y impliquer forcément des spécialistes du risque naturel, technologique, professionnels aussi. On a parlé du risque NATEC, mais on connaît aussi le risque entre guillemets ProTech, un accident professionnel qui crée un accident industriel. AZF par exemple, on n'a pas toutes les infos, mais il y a énormément de retours d'expérience où on aurait un accident professionnel, une mauvaise manipulation, une problématique du salarié qui créerait un événement industriel. Prise en compte des vulnérabilités humaines, structurelles, aujourd'hui de la sûreté, de la malveillance, du risque informatique et évidemment de toute autre spécialité qu'aujourd'hui on n'a pas listée, mais qu'il faut définir en amont dans une gestion de projet. L'objectif final, donc on en vient, c'est de pouvoir créer la cartographie multirisque qui aiderait, c'est un outil qui aiderait à la gestion de la décision. Et là, je redonne la main. Alors, cartographie multirisque, de quoi on parle exactement? Finalement, ça va être l'ensemble d'un continuum d'aléas sur un espace présentant diverses vulnérabilités, qu'elles soient simples ou complexes. Alors quand je parle de vulnérabilités simples, c'est bien évidemment des vulnérabilités qu'on connaît, et complexes, c'est celles qui sont justement liées aux effets dominos ou même à la complexité d'un élément structurel qui viendrait à s'effondrer, blocage de route, etc. Donc des éléments multirisques, pas seulement naturels, mais vraiment ce qu'on veut c'est développer du NATEC, donc naturel et technologique. Donc c'est à l'inverse de ce qui est fait actuellement, ou même en continuité du moins de ce qui est développé, c'est une gestion des risques qui ne soit pas individuelle, mais vraiment multiphénomène, avec bien évidemment une prise en compte des facteurs évolutifs aggravants, qui soient indirects, directs, et justement afin d'augmenter la résilience des sociétés modernes. Tout ça aboutit à une cartographie multirisque qui va être intégrée et avec une visée opérationnelle pour la planification, la gestion des risques, mais aussi avec une portée plus informative, scientifique et réglementaire aussi, qui vont compléter donc, tous les aspects de la carte. Là, c'est une étude que j'avais faite sur l'aléa sismique, donc, provoquant donc, des risques technologiques aussi. Donc, ici, on voit bien que le cas de Fukushima, donc on connaît tous, n'est pas un exemple qui est vraiment spécial à eux. Hein. On voit que ce serait bien que les zones sismiques terrestres correspondent avec la présence de centrales nucléaires d'importance. Et justement, cette étude de l'aléa NATEC, finalement, de Fukushima, avait montré justement tout ce qui est effet domino et à prendre en compte dans la gestion d'événements. Tant en effet impact social, structurel, que les conséquences économiques. Donc on a vraiment sur une timeline, donc sur le court et long terme, des effets qu'il faut prendre en compte, que ce soit durant la gestion de l'événement ou bien après. Donc voilà. Donc ça c'est le type d'analyse cartographique, d'analyse des risques qu'on essaye de développer en ce moment au sein de Rescue. Donc le problème d'une cartographie multirisque, c'est que c'est une cartographie qui est complexe à mettre en avant. Donc, déjà de base parce qu'on a un manque d'harmonisation des schémas existants à l'échelle mondiale. Donc il y a un gros travail sur l'état de l'art des cartes qui est en train d'être fait, avec justement tout ce qui est les systèmes d'évacuation. Rien que les cartes d'évacuation par exemple sont un très bon exemple, tant sur justement les types de linéaires qui sont utilisés, les types de moyens de représentation des sites refuges, etc. Donc vraiment une complexité à mettre en avant et justement par une grille, une pondération, essayer de travailler sur ce genre d'harmonisation. Des difficultés liées aux incertitudes, tant sur la donnée, puisqu'elle soit incomplète,
qu'elle soit mal mise à jour ou que ce soit une donnée voilà, avec une certaine subjectivité, mais aussi sur la connaissance, donc les temporalités floues, les sémantiques spatiales, les effets collatéraux, donc les trous noirs hein, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a du mal à cerner. Et donc l'incertitude, c'est quelque chose qu'on peut voir d'un certain aspect négatif, mais qu'il faut prendre en compte sur les cartes et savoir le représenter finalement. Donc par exemple avec une sémiologie graphique adaptée par du flou en fonction de notre connaissance certaine ou non certaine de la langue. Voilà. Cette étude-là sur l'approche multirisque est mise en œuvre actuellement sur plusieurs sites, donc la France, le Maroc et les petites Antilles. Pourquoi une diversité comme on peut l'observer ici? Pour tout simplement afin d'optimiser et de mieux intégrer notre cartographie sur différents sites et finalement d'avoir le modèle le plus intégré possible. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je repasse le micro à Will. Merci pour votre attention. J'espère que ça aura été clair. On est passé par divers chemins pour aboutir à cet objectif qui est la cartographie et la gestion multirisque d'un événement. Je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions ou pour la discussion, mais bonne fin de journée. Merci. Merci. Donc nous accueillons